Vincent. Merci aussi aux organisateurs donc, de m'avoir convié à cet exercice. J'ai eu le privilège d'avoir une ébauche de la présentation de Jérémy lundi. Et j'ai commencé ma réflexion à partir de cette ébauche-là et l'entendant aujourd'hui, en fait, ça suscite beaucoup de réflexions. Je pense qu'on n'aura pas suffisamment de temps pour passer à travers tous les éléments qu'il a soulevés, mais après cet exercice-là, si jamais, Jérémy, vous êtes partant, on peut en parler, on peut en débattre. Ça me fera plaisir. Le premier lien que je fais avec donc votre propos liminaire, c'est tout le débat qu'il y a eu au sujet de la réglementation du cyberespace. Là, dans votre conclusion, vous avez présenté donc cette idée de remise en cause du tiers garant, et aussi dans votre introduction, vous avez expliqué un petit peu la volonté des acteurs du réseau, donc du cyberespace, de se défiler. Et ça me ramène forcément au début de toute la question de la réglementation du cyberespace, des activités du cyberespace, et cette déclaration d'indépendance là du cyberespace de Barlow qui est venu dire, écoutez, nous, l'espace qu'on est en train de créer, c'est quelque chose d'original, vos règles, vos normes traditionnelles ne pourront pas en fait s'appliquer à nous parce que nous, c'est un espace virtuel, et puis voilà, vos notions traditionnelles de propriété, d'obligation et tout ça ne peuvent pas s'appliquer. Alors, il y a eu les courants qui ont évoqué le fait que non, il n'y a rien de nouveau parce que dans cet espace-là, il y a des gens normaux qui s'y retrouvent, donc les règles traditionnelles devraient pouvoir s'appliquer aussi. Et qu'est-ce qu'on a vu comme application à côté de ce courant, à côté de ce débat sur l'opportunité des normes dans le cyberespace? On a vu que les acteurs ont créé des applications. Vous avez parlé un petit peu du pair à pair, donc Napster, pour ceux qui sont plus jeunes, peut-être ça vous dit rien, mais il y a eu tout ce débat là-dessus aussi, l'échange de fichiers entre pairs. Donc c'est un exemple, c'est une manifestation de ce que Barlow et puis les autres avaient évoqué. Indépendance, on les a tagués, qualifiés d'anarchistes parce qu'ils voulaient se défiler de cette autorité de l'État. Du moins, c'est comme ça qu'on avait vu la chose. Alors, la question de l'anonymat également, c'est une application de cette volonté-là de s'affranchir ou de remettre en question l'autorité ou et j'aime le terme que vous avez utilisé, vous avez parlé de ce monopole de l'État là. Donc de remettre en question cela. Et effectivement, la chaîne de blocs rentre en plein là-dedans. C'est une application également. On peut également citer le web, les 3 dimensions du web avec le web de surface et le deep web, le dark web. Mais tout ça, c'est une manifestation. En fait, je le vois comme une manifestation de cette volonté, de cette remise en question du monopole de l'État. Et ce qui nous réunit aujourd'hui, la question des contrats dits intelligents, c'est une autre manifestation, c'est une autre application de cette remise en cause du monopole de l'État. Donc, le contexte que vous avez planté, que vous avez, il est tout à fait juste. Ce contexte-là que vous avez mis, que vous avez établi, il est tout à fait juste. La question des contrats est une autre manifestation qui s'ajoute aux autres qui partent de l'indépendance ou de la déclaration d'indépendance du cyberespace et puis de tout le débat qu'il y a eu. Donc oui, ça c'est, je pense que votre approche est très bonne. Elle est parfaite. Elle explique bien d'où on est parti et où on est présentement. La question, par contre, est celle-ci. Est-ce qu'il y a vraiment une remise en question de ce monopole-là? Je vais reprendre ce que vous avez donné comme ou les cas que vous avez utilisés, donc en amont et en aval de la vie du contrat. Si on prend d'abord votre
votre propos au sujet donc de la remise en question du monopole de l'État en amont donc de l'avis du contrat. Vous avez très bien effectivement expliqué que à partir de la définition que vous avez donnée, et là on peut se fier à Szabo, donc à la fin des années 90, qui est venu avec cette idée du contrat intelligent. Donc à partir de cette définition-là, remise en question du monopole de l'État, ben, le contrat intelligent, c'est une forme d'exécution du contrat. C'est la définition que vous avez retenue. C'est une forme d'exécution du contrat. Donc, de toute façon, le contrat, il est formé au départ, il est formé selon les règles qu'on a actuellement. Donc, les normes traditionnelles, les normes classiques vont s'appliquer. Le contrat n'existe pas en dehors de ces normes-là. Il faut un échange de consentement. Ben, le contrat intelligent doit se soumettre également à cela. Donc, vous avez raison de dire effectivement que au départ, remise en question peut-être, mais pas tant que ça, dans la mesure où la définition qu'on retient est une définition qui s'applique à l'exécution du contrat. Et d'ailleurs, le contrat intelligent, vous l'avez mentionné également, repose sur la chaîne de blocs. OK. Alors, cette chaîne de blocs-là, de toute façon, donc en dehors de la formation du contrat, dans l'exécution du contrat, ben, la chaîne de blocs, la manière dont elle fonctionne, ce sont des nœuds qui sont reliés entre eux. Donc, on crée un réseau à partir de nœuds. J'ai mon ordinateur. Si j'interviens donc dans la chaîne de blocs, mon ordinateur, je synthétise un petit peu, va représenter un nœud. Votre ordinateur sera un nœud, ainsi de suite. À chaque nœud est associée une adresse précise. Et à chaque adresse est associée une signature électronique. Alors, si on reprend l'exemple du Bitcoin, donc je vous envoie un Bitcoin en utilisant donc la chaîne de blocs, ben, j'aurais besoin de ma signature, j'aurais besoin de mon adresse. Vous, en tant que destinataire donc des bitcoins que j'envoie, pour débloquer ces bitcoins, vous aurez besoin de bien sûr, de votre adresse, de votre signature, de votre clé privée. Donc, ce processus-là fait que oui, il y a un pseudonymat qui existe, c'est vrai, mais jusqu'à un certain point, parce que il faudra donc avoir la bonne signature, avoir la bonne clé pour pouvoir débloquer, pour pouvoir faire fonctionner la transaction qu'on est en train de réaliser. Et pareil pour les mineurs, donc ces nœuds spéciaux qui vont utiliser les transactions pour les mettre dans la bloc et la valider ou valider cette transaction-là. Mais tout ça est crypté, tout ça obéit à certaines règles qui, d'une certaine manière, vont un petit peu affaiblir cette tendance que les acteurs ont de vouloir s'émanciper donc de l'autorité de l'État. Donc il y a c'est un petit peu relatif à ce niveau-là, c'est-à-dire que la remise en question du monopole de l'État à cause du mécanisme, à cause du fonctionnement, à cause de la manière dont la chaîne de blocs opère, donc chaîne de blocs qui héberge donc ces contrats intelligents, à cause de la manière dont la chaîne de blocs fonctionne, ben, à mon avis, permet de repositionner un petit peu le monopole de l'État, parce que bon, ben, vous avez signalé par exemple l'identification des parties. Oui, on peut quand même les retracer. Et je préciserai également que Ethereum, dont vous avez parlé, ben, il est possible de créer des communautés avec des règles bien précises, des règles particulières. Et ces règles-là peuvent en fait mettre en œuvre certaines normes formelles que le législateur aura déterminées. Donc, il y a moyen pour l'État d'avoir quand même une certaine intervention dans l'exécution du contrat. Donc, mais il faut que l'État s'engage. Je suis tout à fait d'accord avec vous. Il faut que l'État accepte de s'investir dans la chaîne de blocs, en fait, et d'intervenir pour assurer le respect de ses propres règles. Bon. Ça, c'est le premier aspect. Concernant la remise en question en amont, l'identification des parties contractantes. Ce qui risque de poser problème, à mon avis, et là, je vais rajouter à tout ce que vous avez identifié au tout début de votre présentation, à savoir le terme, la définition de contrat intelligent. Alors, dans la littérature, ce qui ressort, ce qui est en train d'émerger, disons-le comme ça, ben, les contrats algorithmiques. Alors, les contrats algorithmiques, l'idée,
c'est qu'en fait, les contrats intelligents font partie des contrats algorithmiques. Algorithmiques dans le sens où, et vous l'avez également mentionné, quand vous avez défini le contrat intelligent, vous avez donné l'exemple de quelqu'un qui met des sous dans une machine distributrice, qui fait un choix d'un produit qu'il veut, et puis le produit, il sort. Bon, alors, dans la vie traditionnelle ou la vie classique, je veux dire, ce type de contrat-là peut faire l'objet d'un contrat intelligent. C'est-à-dire que on peut le transcrire, on peut le traduire en contrat intelligent. Il suffirait tout simplement, si on prend Ethereum par exemple, d'écrire le code de ce contrat-là. Sur le site d'Ethereum, si vous y allez, vous allez voir une proposition donc d'écriture, de rédaction de ce code. Donc, on code le contrat, en fait, et puis, donc c'est un algorithme qu'on va écrire. Alors, dans les contrats algorithmiques, on a l'émergence d'algorithmes qui reposent sur ce qu'ils appellent une boîte noire. En fait, on sait pas, on peut pas anticiper le résultat donc de la mise en œuvre de cet algorithme-là. Le code est bien écrit, mais par différents processus, l'algorithme va atteindre ou va arriver à des résultats qu'on ne sait pas, qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas prévoir. Ça sont les algorithmes qui reposent sur la boîte noire, et les autres types d'algorithmes, la boîte, comme ils appellent ça en anglais, c'est Clear Box Algorithmic Contract. Ceux-là, on peut les prédire, on peut voir au sein du mécanisme de fonctionnement, on peut déterminer que cet algorithme, sa mise en œuvre va permettre d'arriver à telle solution ou à tel résultat. Le problème, alors, pour nous et pour les juristes, c'est le recours à ces algorithmes utilisant la boîte noire. Puisqu'on ne peut pas anticiper, on ne sait pas comment ces algorithmes vont fonctionner. On parle notamment d'apprentissage profond et ainsi de suite. Donc, ce sont des éléments d'intelligence artificielle qui non seulement vont intervenir dans l'exécution du contrat, mais parfois bien avant, c'est-à-dire donc dans la formation du contrat. Par exemple, en déterminant des clauses contractuelles, en choisissant des clauses contractuelles en fonction du destinataire. Donc, si on a un consommateur, par exemple, après avoir analysé les données qu'il a laissées par ses pérégrinations sur Internet, après avoir analysé ces données-là, ben, le système peut décider que pour lui, ben, le contrat doit contenir telle clause, telle autre clause, telle clause. Et donc, c'est l'algorithme qui déterminera ces clauses pour les proposer aux consommateurs. Alors, la question de l'identification des parties que vous avez très bien soulevée, ben, va se poser. L'offre, elle est faite par qui? Elle est faite par celui qui utilise cet algorithme de la boîte noire, ou bien tout simplement par l'algorithme lui-même. Et vous avez déterminé également, ben, pour l'instant, la loi détermine que l'algorithme n'est pas une personne. Donc, elle ne peut pas avoir de volonté. Même si elle avait une volonté, certaines conditions donc de la théorie générale des contrats se poseraient. Est-ce que ce contrat-là conclu aurait une cause? Est-ce que toutes les conditions de validité sont respectées? Bref, là, je crois effectivement qu'il y a une remise en cause du monopole de l'État, parce que la formation du contrat, ben, si le législateur ne bouge pas, ne modifie pas ou ne s'adapte pas, ou en tout cas n'intervient pas, il y aurait effectivement un problème au niveau de la formation du contrat. Mais là, on est parti, on a quitté la sphère de l'exécution du contrat, on est maintenant dans la formation du contrat avec cette notion de contrat algorithmique qui émerge d'après ce qu'on peut lire dans la littérature. Et je pense qu'il me reste peut-être 5 minutes. J'attire aussi l'attention sur le fait que dans d'autres domaines, le législateur est en train d'agir pour contrer ou prendre en compte ou considérer ou encadrer donc l'utilisation de ces algorithmes-là qui ont cette particularité d'arriver avec des décisions ou des résultats qu'on ne peut prédire. Et l'exemple ici récent, c'est en matière de protection des renseignements personnels. On a dans le projet de loi qui a été adopté, 64, on a des dispositions qui s'appliquent ou qui réglementent ou qui encadrent le traitement automatisé
des données à caractère personnel. Le RGPD l'a fait, mais nous, enfin, le Québec vient de se doter de cela. Donc, on ne peut pas utiliser des algorithmes, ou en tout cas, on peut les utiliser, mais à certaines conditions pour assurer donc une certaine protection donc de ces renseignements. Ici, l'exemple est celui d'une institution financière qui va utiliser un algorithme pour déterminer si on peut vous octroyer un crédit ou pas. Et même en milieu de travail, donc dans le cadre d'un emploi, on peut utiliser un algorithme pour déterminer si vous êtes fiable ou pas. Enfin bref, donc ça, c'est encadré. Et le législateur est intervenu pour le faire. Je crois qu'en matière contractuelle, à partir du moment où on reconnaît cette possibilité, de toute façon, les autres domaines reconnaissent cette possibilité qu'il y ait des algorithmes d'intelligence artificielle qui interviennent, je crois que la théorie générale des contrats, ou en tout cas en matière contractuelle, on doit se mettre à jour. Le juriste ou le législateur ou l'État doit intervenir pour prendre en compte ces facteurs-là. Rapidement sur l'aval, le point, l'aval de la vie des contrats. Ok. Là, j'ai envie de me demander, c'est une question. Je me dis, est-ce qu'il y a, est-ce que c'est vraiment une contestation du monopole de l'État ou simplement une renonciation, donc de l'État qui renonce à une partie de son monopole ou comment dire, ou qui cède certains aspects de son monopole. Enfin, c'est la question que j'ai eue en vous écoutant et puis en regardant vos diapos. Et cette question-là m'est venue comment? En fait, je regarde deux exemples. Premier exemple, on a la réforme du Code de procédure civile qui dit, premier article, les parties doivent ont l'obligation de considérer les modes privés de prévention et de règlement des différends. Donc, on a un contrat, l'exécution du contrat, la loi, le législateur, l'État lui-même vient nous dire, écoutez, si vous avez il faut considérer les modes privés, donc médiation, arbitrage et ainsi de suite, avant de venir vers nous. Donc, c'est une invitation, c'est l'État qui invite en fait les parties à le faire. L'autre exemple, en matière contractuelle, toujours dans les contrats B2C, le législateur à nouveau est venu dire, écoutez, pour l'exécution des contrats, si vous avez un problème, par exemple, le commerçant ne respecte pas ses obligations, ne livre pas à temps, ainsi de suite. Bref, au lieu de venir nous voir, nous qui normalement exerçons les tribunaux qui peuvent trancher les litiges et autres, au lieu de venir nous voir, utilisez le mécanisme de la rétrofacturation. Rétrofacturation, mécanisme qui dit que dans un cas où le commerçant ne remplit pas son obligation, le consommateur peut donc demander à être remboursé. Et puis là, le législateur pointe directement un tiers qui l'institution financière. Vous vous adressez à l'institution financière, vous dites le contrat il a été résolu et puis voilà, je veux le remboursement et puis ça s'arrête là en fait. Pas besoin de venir nous voir. Donc ces deux exemples là pour dire, est-ce que c'est pas l'État même qui est en train d'inviter les partis à pas contester, mais dire vous pouvez vous occuper de ça, donc occupez-vous de ça pour que le système soit beaucoup plus effectif et ainsi de suite. Alors dans ce cas-là, le contrat intelligent serait dans la même lignée, serait une manière pas d'accéder à la justice, mais d'avoir en fait d'obtenir ce que autrement peut-être les tribunaux auraient permis d'obtenir. Et ça voudrait dire que il est possible, et je finis par cela, il est possible. Le contrat intelligent, c'est un code. Et Ethereum le dit, n'importe qui peut le rédiger. Là. Si on est capable d'apprendre certains langages de programmation, Pragma par exemple, il est possible de rédiger le contrat. N'importe qui peut le faire. Alors, est-ce que le législateur, par exemple en matière de consommation, l'Office de la protection des consommateurs ou le législateur lui-même pourrait pas faire ou arriver à un code type, donc qu'il mettrait à la disposition des parties
si jamais vous devez rédiger un contrat intelligent, ben, il faut tenir compte de telle ligne de code qui s'assure, par exemple, que telle disposition de la loi sur la protection du consommateur a été prise en compte ou telle autre, et ainsi de suite. De cette façon, ben, le législateur assure une certaine présence dans l'exécution du contrat et donc encadre un petit peu la remise en question ou la cession, ou je ne sais pas comment on va l'appeler, de son monopole. Alors, je finirai par ça. On pourra éventuellement rajouter d'autres éléments au besoin. Alors, merci beaucoup et puis au plaisir. Enfin, je reste à votre disposition là pour des éclaircissements éventuels.